prostitute. He's working in the street. She's a teenage prostitute. Mais abandonnons à présent l'Afrique, l'Amazonie, l'Angleterre du Moyen-Âge, les Caraïbes et les îles Trobriand pour quelque chose qui l'est nettement moins. Pardon, je n'ai pas pu m'interdire cet affreux calembour. Et regardons plus précisément, de manière plus ethnocentrée, notre définition de la pute à nous, ici et aujourd'hui. Ou plus exactement, essayons de comprendre pourquoi, pour le comment, je renvoie le lecteur en grande partie au prochain épisode, au profit de qui et de quoi s'est créé notre stigmate. Parce que, à bien y regarder, si l'enjeu était uniquement l'appropriation de la sexualité des femmes, nous serions, comme le répètent à l'envi les prétendus, voire chapitre 5, abolitionnistes et les féministes puritaines, voire chapitre 6, dont le raisonnement est, je le crains, exagérément superficiel, les meilleurs séides du patriarcat. Tu me donnes de la caillasse, je te donne mon cul, et tout le monde est content. Sauf que, dans ces conditions, le premier pilier de la grande arnaque, la confiscation des richesses par les hommes et sa redistribution discrétionnaire et très partielle sous forme de généreux présents, suffira amplement. Après tout, la fille de salle de l'Angleterre médiévale, comme la duchesse de Fontanges ou Marie Valeska, ou toutes les jeunes filles des îles Trobriand, ou les femmes d'Haïti, ou trois petits points, ont tout offert leur cul aux punters de l'époque, avec leur plus ou moins assentiment en prime, en échange de pièces d'argent, de poissons, de privilèges nobilaires ou de guerre contre les Russes, et ce, sans qu'on ait besoin de les humilier en permanence. La misère, les coutumes ou l'honneur de la Pologne suffisaient, et ont toujours suffi. Bref, non seulement le stigmate s'avérerait dans ce cas inutile, mais pire, en regard du très saint principe énoncé de la supériorité incontestable de l'obtention du consentement sur la tyrannie de la contrainte, il serait même gravement contre-productif. Il paraît alors évident, du moins pour ceux qui veulent creuser par-delà les raisonnements, je le crains, exagérément superficiels, que notre stigmate poursuit d'autres objectifs qu'uniquement l'appropriation de la sexualité des femmes. Il a avant tout une fonction normative et s'adresse beaucoup moins aux putes en elles-mêmes qu'aux femmes honnêtes, à qui il s'agit de désigner où est le mal, où est le bien, afin de conditionner et de contrôler leur comportement. De la même manière, désolé si je suis exagérément digressive, sans compter que le lecteur est assez grand pour pousser sa réflexion par lui-même, que la prison n'est évidemment pas là pour réinsérer les détenus, mais pas là non plus uniquement pour les punir. Elle est construite peut-être avant tout comme une menace, un pilori qu'on exhibe à ceux qui voudraient se détourner du droit chemin. Elle est l'une des armes de dissuasion du contrôle social. Le stigmate de pute, au fond, par-delà les apparences superficielles, est avant toute chose un chien de garde de valeur au moins aussi taboue et essentielle, centrale, fondamentale dans nos sociétés que la sexualité. Le travail et l'argent. C'est ce qui, à mon sens, est à ce point subversif, strictement si on ouvre le dictionnaire, ce qui renverse, détruit l'ordre établi, dans notre beau métier. Enfin, dans notre métier tout court, ça suffira. Et qui pousse en conséquence la société à le combattre avec tant de véhémence. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la phrase de Paola Tabet, ouvrez les guillemets, l'histoire des femmes libres et des free women, des prostituées d'Afrique et d'autres continents, et aussi l'histoire, difficile et complexe, d'une résistance. Ainsi, la première fonction de notre stigmate est l'enfermement dans l'esclavage qu'est le mariage. Ou qu'a été le mariage, rassurez-vous, on n'éludera pas à terme cette question, probablement la plus sensible et la plus polémique. Une fois encore, Paola Tabet ne dit pas autre chose que cela lorsqu'elle récolte le témoignage des Karouaï, des free women, des putes de Niamey. Les femmes que j'ai interviewées trouvent dans le Karouansi et dans d'autres formes de rapports sexuels rétribués où elles se réfugient, davantage d'espace, davantage de contrôle de soi et de leur corps, tant en ce qui concerne la sexualité que le travail. C'est là qu'intervient le stigmate. Le chien de garde qui grogne pour dissuader, si ça ne suffit pas, qui mord pour punir. Et qui fonctionne selon l'éternel principe de la carotte et du bâton, le diptyque ô combien efficace de l'obtention du consentement ou, à défaut, de la tyrannie de la contrainte. Tu veux échapper au mariage, ma chérie, et ne plus donner ton cul gratuitement.
Et ne plus faire le ménage, la cuisine, et torcher la flopée de môme que ton mari te fait après chaque nouvel accouchement, sinon c'est des baffes. Ben vas-y, je t'en prie. La porte est ouverte. Mais je te préviens, tu vas être condamné à la honte et à la solitude, tabassé par les clients et par les flics, sans aucun droit, et n'oublie pas de te méfier des voitures qui passent, pour éviter les crachats, les objets lancés. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas, ma chérie? Alors que si tu restes ici, dans ton foyer, dans ton village, bien soumise à ta place, n'écoute pas cet anarchiste-là de Voltairine de Clercq. Ces gens-là disent tout le temps n'importe quoi, ils sont très dangereux. La preuve, ton bon curé te l'a encore répété ce dimanche à la messe. Tu ne seras pas une esclave, mais pas du tout, enfin, voyons. Écoute le bon sens des lecteurs du Super Alice, tout ça est très exagéré, non, tu seras une femme honnête, respectable, une qui a su, contrairement à ces putes dégradées, la souillée, avilie, conserver sa dignité et son honneur. Mais assez palabré, ma chérie, allez. Maintenant, tu dégages. Je te rappelle que t'as du boulot. Et puis, moi, il faut que j'aille jouer au tiercé, boire des coups avec les potes, ou étudier les livres sacrés que ton impureté te condamne à ne jamais approcher. Selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour la population datant de 1993, en Afrique subsaharienne, les femmes produisaient plus de 80% des aliments récoltés pour la consommation locale, mais ne détenaient que 8% des terres qu'elles cultivaient. Et ce qui était vrai il y a 20 ans dans cet endroit du monde, l'est et l'a été partout, de tout temps. Les femmes ont toujours travaillé plus que les hommes et ont toujours acquis moins de richesses. La grande arnaque. Pour la peine, en regardant les choses de façon moins superficielle, on peut se demander si ce ne sont pas les prétendus abolitionnistes et les féministes puritaines qui ne seraient pas les véritables séides, les véritables chiens de garde du patriarcat. Des chiens à qui, après les avoir gratifiés d'une caresse, on désigne de loups faméliques au loin, dans les bois, l'hiver, en lui rappelant chaque jour, s'il en est besoin, quelle chance tout de même il a d'avoir ce collier à son cou solidement accroché à sa chaîne. Et, miracle, des loups. L'exploitée devient fière d'elle-même et jalouse de son assujettissement. L'obtention du consentement, encore et toujours, fabriqué comme le plus efficace des outils du contrôle social. Mais qu'on se rassure. Dans les quelques cas malgré tout minoritaires où ce chantage à l'honneur, à la dignité, ne fonctionnerait pas ou plus, reste naturellement l'éternelle matraque pour faire régner l'ordre, matraque qui s'abat d'autant plus tranquillement bien sûr qu'elle frappe en catimini une population vilipendée. Tout ça est parfaitement cohérent, synergique, organisé, bien rodé, qu'elle attaque des individus qui, au fond, l'ont bien mérité, ou qui, au minimum, n'attireront pas la compassion, la solidarité des gens honnêtes. C'est l'une des fonctions politiques du stigmate. Ainsi, ça ne peut être qu'un très étonnant concours de circonstances si, en Europe, les réglementations régissant l'activité prostitutionnelle, voire prochain chapitre, sont nées à la même époque que la révolution industrielle, à ce moment de l'histoire où les femmes ont commencé à entrer massivement sur le marché du travail salarié, avec des conditions d'exploitation notablement pires encore que celles des hommes. Après le mari, le patron. Tu veux pas faire épouse? Tu veux pas faire épouse, ma chérie? Admettons, passe encore, après tout. Au fond, j'en ai un peu rien à foutre que mes ouvriers perdent leur boniche et leur pute gratuite. D'autant plus si ça te libère du temps pour bosser dans mon usine pour un salaire de misère. En revanche, si tu prenais la très mauvaise idée de vouloir faire la pute pour gagner 10 fois plus en travaillant 5 fois moins, je te préviens. Entre le stigmate, disons le goupillon là, on est matérialiste, mais une bonne vieille alliance sur ce sujet avec les curés, t'inquiète, on a l'habitude, d'autant que ma femme milite dans une association abolitionniste. Enfin, qui se dit abolitionniste, quoi. Le sabre au besoin, ça aussi, on sait très bien faire, et la balance des lois et de la justice qui n'oublie que très rarement de quel côté il serait de bon ton qu'elle penche. On a les moyens de te pourrir la vie, au-delà de ce que tu imagines, ma chérie, et de te faire salement regretter ton choix. Et par la même occasion, de dissuader les prochaines qui voudraient tenter à leur tour l'aventure. Notons au passage que l'ouvrier de chez Renault qui caresserait le rêve, l'utopie, de fabriquer à la maison, de manière indépendante, autonome, son bout de voiture pour échapper à l'exploitation salariale, le caractère collectif des moyens de production, quoi qu'il en soit, concrètement, malgré la meilleure volonté du monde dont il ferait preuve, l'en empêcherait. Ouf, un danger de moins pour le grand capital. Alors que nous, notre cul nous appartient, de manière libre et individuelle, et même, pourquoi pas, individualiste et libertaire,
Et rien n'est plus facile que de nous approprier notre outil de travail et d'accéder à notre autonomie, de refuser toute servitude à l'égard du grand capital en question. D'où l'urgence du stigmate qui limite, qui endigue nos marges d'action, et qui contrôle, qui enferme, et qui réassigne au travail, et qui dévalorise notre capital. Il y a dans ce conditionnement moral un côté guerre en Irak pour maîtriser le prix du pétrole, un côté film de Capra dans lequel une crapule capitaliste détenant quelques journaux lancerait une campagne de presse calomnieuse pour mettre en faillite une entreprise qu'il souhaite racheter à bas prix, un côté spéculateur qui stocke le blé pour faire monter son cours en étranglant les paysans en amont et en affamant les populations en aval. Les poissons sont révulsés par l'odeur de notre chatte, dont acte. On ne peut pas pêcher et il ne nous reste qu'à vendre notre cul. Mais il faut que la morale publique, elle aussi, soit dégoûtée par notre parfum de scandale afin de déprécier l'unique richesse qu'on est en droit de négocier et d'entraver, de limiter le pouvoir, le seul qui nous est toléré, que nous donne sur les hommes leur désir sexuel, comme un colosse barbare qu'on a capturé par la ruse de nuit pendant son sommeil et qu'on attache en haut d'un pilori, jamais assez solidement, afin de l'exhiber à la foule qui l'accueille avec des huées de mépris pour éviter d'avoir à assumer l'excitation et la peur qu'il inspire, lui, immensément puissant, mais empêché par ses chaînes, pendant que ces geôliers arrogants défilent en se prenant pour son maître. King Kong Theory. Et pour le coup, l'extrême gauche putophobe n'a pas plus que les puritains et les abolos compris grand-chose au sujet, par-delà quelques clichés superficiels, schématiques et rassurants. Et désolé les gars, je sais que ça va vous faire mal et que vous vous boucherez les oreilles pour ne pas l'entendre, mais en ce qui nous concerne, vous n'êtes rien d'autre, vous aussi, que des séides, des chiens de garde de la bourgeoisie et du patronat. Appelons ça une digression. Ou plutôt un teasing, on reviendra sur tout cela plus longuement dans l'épisode 7. Ouf! On arrive à la fin. Enfin, presque. Car le stigmate de pute est définitivement et désespérément un véritable couteau suisse, ou plutôt suédois. Je me comprends. Un outil que chaque homme devrait avoir à la maison, tant il permet, par mille et un moyens, de contrôler les femmes et de les assujettir. Penchons-nous donc sur son dernier effet, primordial, essentiel, et également paradoxal. On l'a vu chez nous, mais aussi à Haïti ou aux îles Trobriand ou chez les Méinaku ou Trois Petits Points. Le stigmate de pute s'étend à celle qui oserait prendre l'initiative du rapport sexuel. Chacun a ainsi conscience, je pense, que le mot pute en France s'adresse évidemment aux prostituées professionnelles, mais aussi, par extension, à n'importe quelle fille qui porte une jupe trop courte, ou dont le comportement, d'une façon ou d'une autre, est jugé susceptible de laisser imaginer à un queutard en chien qu'elle pourrait désirer une relation sexuelle. C'est ça que je voulais dire en signalant à quel point ce glissement sémantique était paradoxal. Utiliser le même mot, et par-delà projeter plus ou moins la même perception sociale, le même stigmate, sur une fille à la recherche, réelle ou fantasmée, d'un plan cul, pour le plaisir, de façon désintéressée, et sur une professionnelle dont l'unique motivation, parfaitement assumée et avouée, est l'argent, le contraire même du plaisir et du désintéressement. Mais les propagandes ne sont jamais à une contradiction près. Plus c'est gros, mieux ça passe, paraît-il. C'est bien la preuve que l'image de la pute n'a qu'un rapport très lointain avec la réalité, mais qu'elle est avant tout un construit social dont le but est le conditionnement du comportement des femmes. Pardon pour ce radotage, mais ici, il me semble qu'il n'était pas intempestif. Une pute, c'est aussi une salope, une fille dont le comportement public n'est pas tout empreint de la retenue, de la dignité, de la pudibonderie qu'exigent les bonnes mœurs et qui n'attend pas sagement qu'un homme la désigne comme suffisamment digne d'intérêt pour qu'il ait envie de la fourrer, de la marier ou de lui offrir son plus beau poisson. Ce comment posé, tentons de comprendre le pourquoi. À quoi peut bien servir ce conditionnement comportemental? Après tout, une fois encore, si l'enjeu n'était que l'appropriation de la sexualité des femmes, rien ne serait plus précieux au monde que les filles faciles. Demandez à un paquet de timides, Jean-Jacques Goldman en tête, et ils vous feront bien volontiers, avec sincérité et reconnaissance, le panégyrique de celles qui leur ont mis la main sur la bite en soirée, alors qu'ils n'auraient même pas osé s'approcher pour leur demander leur prénom. De nouveau, on sent bien que, comme pour la pute dans le sens de prostituée, le stigmate de pute qui s'adresse aux salopes, aux filles faciles, poursuit d'autres buts plus complexes
vraiment complexes, et je ne prétends pas du tout avoir pénétré au plus profond tous ces arcanes, que de les exhorter à donner leur cul. Lesquels ? Petit 1. La pute, la salope. Ce n'est pas que la fille qui porte une jupe trop courte ou qui fait des avances aux garçons. C'est aussi celle qui marche seule dans la rue, a fortiori qui s'éloigne seule de son village et de son quartier, de son pays, qui fréquente des espaces géographiques ou d'activités dévolus aux hommes, bref, qui tente de conquérir son indépendance, son autonomie, son égalité de droit et de pouvoir d'action avec ses homologues masculins. Une femme ne devrait pas se promener à telle heure, à tel endroit, ou s'être livrée à telle activité dangereuse, ou s'être comportée de cette façon-là, etc. Chacun a souvent entendu ces bons conseils, et si d'aventure elle ne les a pas suivis et qu'un malheur est survenu quelque part, elle l'a bien cherché. Ce type de raisonnement, qui ne semblera peut-être pas, malgré tout, en certaines circonstances, dénué totalement de bon sens à certains lecteurs, c'est une manière d'admettre, quelle que soit la sollicitude et la bonne foi avec laquelle ces bons conseils sont proférés, qu'une femme a nécessairement moins de liberté et moins de droits qu'un homme, moins d'espace où elle est autorisée à intervenir, à s'exprimer, à agir. Et pour la peine, ce n'est pas Paola Tabet que je vais citer à présent, mais une de ses consoeurs, comme elle, universitaire et engagée à nos côtés, Gail Feterson, dans le prisme de la prostitution. Ouvrez les guillemets. Il existe des critères de vertu différents pour les femmes et pour les hommes, asymétrie que laisse entendre la juxtaposition de noblesse des hommes et honneur des femmes. À l'examen des interprétations légales, sociales, psychologiques et idéologiques du mot prostituée se révèlent les prérogatives de classe et l'immunité morale qui s'attachent à la noblesse des hommes et les entraves morales et la subordination de classe qui s'attachent à l'honneur des femmes. Cette asymétrie n'implique rien de moins que la délégation de l'agentivité aux hommes. Des idéaux tels que l'honneur, la vertu, l'innocence ou la chasteté sont des mystifications qui dissimulent le contrôle social sur les femmes. Les restrictions discriminatoires apportées à leur comportement sont alors présentées comme de nécessaires protections. La division des femmes entre celles qui sont honorables et celles qui ne le sont pas est peut-être la fonction politique la plus insidieuse du stigmate de pute. Non seulement il isole effectivement les prostituées des autres femmes, mais il rend aussi toute une série de libertés incompatibles pour une femme avec la notion de légitimité. De fait, l'accès à la liberté est à la fois au-dessus et en dessous des femmes honorables. Au-dessus chez les nobles hommes et en dessous chez les femmes déchues. Il est significatif que les femmes déchues soient punies exactement pour l'autonomie sexuelle, la mobilité géographique, l'initiative économique et la prise de risque physique qui confèrent le respect aux nobles hommes. J'avance que le stigmate de pute, bien que visant explicitement les femmes prostituées, contrôle implicitement toutes les femmes. Fermez les guillemets. Passons à présent au petit 2. Définir comme pute, comme salope, toute femme qui semblerait prêter un trop grand intérêt aux délices de la chair, ça ne peut pas être sans conséquences et surtout sans raison. Conséquences et raisons qui, pour la peine, c'est le bon mot, concernent également les hommes. Peut-être avant tout les femmes, mais également les hommes. Et qui se retrouvent dans les fondements de notre société, à l'époque féodale comme à celle du capitalisme, tout autant que dans les prêches des religions, ou les discours des abolos, des féministes puritaines et sans doute d'une certaine extrême gauche. Et c'est pour ça qu'en partie seulement, je ne voudrais surtout pas donner l'impression ici que de près ou de loin, je pense avoir découvert toute seule le Graal. Tous ces putophobes, au fond, nous adressent plus ou moins le même anathème. Et pour les mêmes raisons d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est une digression, mais pas un hasard, que les quelques soutiens publics sur lesquels on peut compter sont tous issus de ce mouvement politique et social, cette parenthèse historique durant laquelle l'utopie hédoniste a été la règle. Cette chose que voudraient enseigner Ève, la pomme et le serpent, l'excision ou le stigmate de pute adressé aux salopes, c'est que le plaisir est suspect,
et, en tout état de cause, notablement moins important, moins sérieux que le travail. Pour la femme, Paul Hotebet nous explique à raison que toute la grande arnaque consistant à transformer la sexualité des femmes en une sexualité de service pour les hommes et une sexualité de survie pour elles-mêmes, il est impératif qu'on ne dévoie pas cet outil précieux en le dirigeant vers une finalité subalterne. Dit autrement, il s'agit de rappeler à chacune que le plaisir c'est bien beau, mais sans aucune valeur comparée au poisson, à une invitation à dîner, une promotion canapé, un rôle dans un film ou, pour les plus chanceuses, une alliance sertie de diamants. Mais pour l'homme, de la même façon en miroir, l'idée cachée derrière tout ça, c'est que si tu veux tirer mon coco, il va falloir que tu en pêches des poissons ou que tu en gagnes de la caillasse et que t'en achètes aux marchands blancs, de la verroterie, des Porsche et des Rolex. Hors de cela, des filles faciles qui couchent en échange de rien, avec des mecs pauvres, jamais t'en rencontreras. Tu peux toujours te toucher. Alors, la hiérarchie entre plaisir et travail, ou plus exactement, plaisir et possession des richesses, est ainsi, de manière symétrique pour les deux sexes, clairement édictée. De même qu'était dictée cette règle sociale qu'il serait utopique de vouloir transgresser, rien ne doit être gratuit, désintéressé, proposé en dehors d'une relation d'échange d'une façon ou d'une autre rétribuée. À cause de cela, la pute, au sens de fille facile, est stigmatisée. Et malgré cela, la pute, au sens de prostituée professionnelle, est stigmatisée. Cherchez l'erreur. Ou pas. Je vous avais prévenu, c'est paradoxal ou, plus sûrement, ça peut sembler paradoxal. Bien fait pour nous. Après tout, l'une comme l'autre, on aurait pu et dû devenir des femmes honnêtes, dignes, respectables, chastes, innocentes, vertueuses, des épouses et des travailleurs honorables. Et ainsi, la fille facile, comme la prostituée, mérite la punition qu'est le stigmate de pute parce qu'elle refuse l'une comme l'autre, chacune à sa manière, de vendre son cul au juste prix. Gratuit ou trop cher, en fixant soi-même les conditions et le tarif, c'est pareil. Dans les deux cas, c'est contrevenir. C'est attenter à la loi du marché. J'ai fini. Ah non, peste. J'avais promis de ne pas me dérober et d'aborder la question probablement la plus sensible et la plus polémique qui soit. Pourquoi ? Alors que, en France, en 2010, alors que beaucoup des raisons qui ont conduit à la création du stigmate de pute ont subi des transformations majeures, radicales ces dernières décennies dans nos pays occidentaux, et qu'aujourd'hui, on sent bien que le stigmate en question, non seulement il sert moins évidemment les intérêts du patriarcat, mais même pourrait commencer à lui causer à son tour des soucis, par exemple lorsque le stigmate s'étend au client. Pourquoi, disais-je ? Le stigmate ne tend pas au minimum à se résorber, à défaut de disparaître, mais bien au contraire. Témoin entre autres la loi sur le racolage passif ou le débat sur la pénalisation à la suédoise, à se renforcer. Question complexe, sensible et polémique, n'est-ce pas ? Et pour la peine, vous savez quoi ? Je ne vais pas y répondre ici. Je vais attendre l'épisode 6, celui consacré aux chiennes qui osent se dire féministes, mais qui surtout prennent garde à n'être ni pute ni pute. Il me semble que la réponse pourrait y trouver judicieusement sa place. Patience.